Togo Info. Le Togo à votre portée. Oui, nous continuons le débat sur le virus, le coronavirus, ici sur la page Facebook de l'Alternative, c'est ça, oui. Nous continuons avec les conséquences que cela génère sur la population aujourd'hui. D'abord, parlons de cette histoire de spéculation que font certains pharmaciens véreux aujourd'hui. Quand vous retrouvez aujourd'hui dans les pharmacies, les produits que vous payez entre 500 francs sont à 1000 ou à 3000 francs. Et ces pharmaciens font de la spéculation ou bien cachent ces produits et après les ressortent pour vendre très cher. Je pense que ce problème-là, il y a certains qui dénoncent, il y a certains qui ont mal par rapport à cette histoire. Oui, je pense que en s'occupant du volet sanitaire, il fallait aussi mettre un dispositif pour s'occuper du volet conséquences spéculation. C'est ce qui se fait dans tous les pays. Vous avez vu, tous les pays sont en train de voter des budgets astronomiques pour venir en aide à l'économie. On est presque dans une espèce de plan Marshall. Bon, ça s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez. Et donc, chacun essaie d'injecter de l'argent pour sauver son économie. Je pense que la Mauritanie a voté 80 millions de dollars pour l'injecter dans l'économie. Alors, cette question, c'est beaucoup plus les autres ministres, pas le ministre de la Santé, mais les autres ministres qui sont dans le gouvernement, les spécialistes, qui doivent avancer rapidement des solutions pour juguler la crise qui va naître. Alors, nous avons un ministre de l'économie, il doit être un expert en prospective et en projection, il va nous dire quels sont les impacts que cette crise peut avoir sur la loi des finances, les recettes douanières, fiscales et tout ça, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'État sera capable d'avoir de l'argent pour payer les salaires. Nous devons avoir un ministre de commerce qui doit réguler la vente des produits par rapport à ce que vous dites aujourd'hui, la spéculation et tout ça. Nous devons avoir d'autres ministres qui doivent être au front. Vous voyez, qui doivent être au front. Il y a la question des fonctionnaires. Les gens qui vont au boulot, est-ce qu'ils vont continuer par le boulot aux heures normales, habituelles, ou bien on va changer d'horaire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on fait désormais une demi-journée. Et puis on a aéré les ministères, parce que chez nous, dans les ministères, les gens sont assis 4, 5 heures, 8 par bureau, et il y a une certaine proximité. Si un seul individu arrive à toucher, les autres vont sortir. Ils ne pourront même pas travailler, parce qu'il y aura une certaine méfiance. Vous voyez. Donc il faut régler tous ces problèmes-là. Il faut équiper les ministères de matériel pour que les gens se lavent régulièrement les mains et tout ça. Et puis, nos casernes, les gendarmeries, tout ça, il faut prendre des dispositions parce que vous imaginez comment nos militaires, la proximité, tout ça, il faut prendre des dispositions. Et maintenant, c'est la question économique qui est importante. On n'entend pas le patronat, s'il en existe au Togo, on n'entend pas l'association des grandes entreprises, on n'entend pas le premier responsable de la chambre de commerce, on n'entend personne. On n'entend personne. Et donc, on est dans le flou. Et bien évidemment, dans les pharmacies, les gens ont commencé par faire de la spéculation. On vient de m'envoyer une ordonnance de la chloroquine que quelqu'un allait chercher dans une pharmacie où on a vendu le produit, la boîte à 10 000 francs. Et en plus, on m'a envoyé la boîte et puis l'ordonnance dans une pharmacie ici, à côté, qu'on a acheté à 10 000 francs. Et en plus de cela, lorsqu'on ouvre la boîte, on n'a pas de notice. C'est comme le produit même n'est pas un produit original, vous voyez. Et donc, tout peut arriver dans ces situations. Et donc, de mon point de vue, il faut rapidement faire une concertation avec les acteurs économiques. Quand vous allez aujourd'hui au grand marché, les magasins sont fermés. Les gens ne vont plus en Chine. Nous dépendons à plus de 70% de l'extérieur. Et puis nous savons aussi qu'au Togo, ou en Afrique en général, mais au Togo, les statistiques, c'est que nous vivons de l'informel. À 70, 75% de l'informel. C'est pour cela que, malgré les mesures, vous n'avez pas les immédiats qui circulent, parce que les gens doivent vivre. Ils vivent le jour au jour. Vous voyez les immédiats qui circulent. Et ces gens, ils peuvent être porteurs du virus d'un lieu à un autre. Donc, il faut rapidement envisager des mesures pour injecter de l'argent dans l'économie. Vous voyez. Et donc, les gens ferment les boutiques au grand marché. Quand on ferme les boutiques ou quand on fait faillite, c'est moins d'impôts. Vous voyez. Et on a fermé le TP3, les bateaux n'arrivent plus au port, l'aéroport est à moitié vide ou bien totalement vide. C'est des recettes que l'État perd. Donc, je pense que si nous avons des dirigeants qui dorment
devoir sur 5 jours, ils doivent arrêter de dormir. Si nous avons des responsables à la tête du pays qui travaillent 2 heures dans une journée, ils doivent désormais travailler toute la journée. Parce que le travail qui les attend est immense. Si nous avons des dirigeants qui prennent plaisir à voyager dans le monde, à se promener avec leurs amis, leurs copines, il faut arrêter de voyager et se consacrer au pays. Parce que les conséquences seront énormes. Et c'est ici qu'on doit connaître les travailleurs et les mesures que chaque pays doit prendre. Parce que normalement, si on était vraiment sérieux, cette crise devait être résolue à l'échelle de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Mais aujourd'hui, on voit que la crise met à l'épreuve les organisations régionales jusqu'en Europe. Vous avez vu que l'Italie a crié, personne n'est venu au secours. Donc aujourd'hui, chaque pays ferme ses frontières et essaie de régler le problème en interne, ce qui n'est pas assez intelligent. Mais je pense que sur le plan économique, il faut que chaque pays essaie de voir quels sont les impacts, les conséquences et essayer de voir combien on peut injecter rapidement dans l'économie pour relancer la machine. Sinon, il manquera de la nourriture, il manquera un peu de tout, et les populations, la tension va monter dans le pays et on risque d'aller à une situation ingérable. La tension va monter, mais je pense que tout le monde va rester à la maison pour protester, puisqu'il n'y aura pas lieu de faire des manifestations publiques, c'est très difficile. Ferdinand, je pense que nous avons dit beaucoup de choses concernant le coronavirus qui nous malmène au Togo et dans le monde. Mais bon, je ne sais pas si entre toi et moi, nous avons gardé la descente du 1 mètre. Donc, on va voir si on va mesurer. On n'a même pas de cache-nez, c'est vrai. On a désinfecté la salle avant de s'asseoir. Bien, maintenant, on va parler de nous-mêmes, de l'alternative de liberté. Lundi dernier, la Haute Autorité de l'utilisation de la communication a pris une décision suspendant l'alternative pour 2 mois et liberté pour 2 semaines. C'est sur plainte de l'ambassade de France au Togo qui estime que les 2 journaux ont diffamé le conseiller Afrique de l'Élysée, Franck Paris, et donc Emmanuel Macron. L'ambassadeur a porté l'affaire devant la HAC et la HAC a arraché. Donc, je fais bien mot sur le sujet. Non, j'ai suivi cette affaire un peu de loin quand j'étais encore à l'extérieur. C'est vrai que je suis arrivé dans la dernière semaine avant la seconde comparution. Je n'ai pas pu me demander à la HAC. Vous y étiez. Je pense que c'est déplorable, mais c'est en même temps, on s'y attendait parce qu'au fait, cet ambassadeur de France au Togo, comme je l'ai dit dans une vidéo qui circule, s'est ouvert à beaucoup de gens avant déjà pour dire qu'il ne portait pas trop l'alternative dans son cœur, que c'est un journal qui était trop critique envers le pouvoir, il ne fait que de la critique. Et lorsque ces propos ont été rapportés par un interlocuteur, je lui ai posé la question. De quoi se met l'ambassadeur? Est-ce qu'il est l'ambassadeur du régime ou il est l'ambassadeur de France au Togo? En quoi le fait que des journalistes togolais qui critiquent le pouvoir togolais peut faire mal à un ambassadeur français? À moins qu'il joue dans un camp qui est celui-là. Et donc, on savait déjà, il s'est même ouvert à un journaliste de l'alternative qui était dans une délégation. Et donc, il avait un certain mépris pour le journal. Donc ça ne m'étonne pas que dans cette plainte qu'il a portée à la HAC, une plainte assez confuse, avec tellement de contradictions et puis plein de mensonges. Tantôt il disait qu'on a diffamé Macron, personne n'a rien écrit sur Macron. On a écrit sur les fonctionnaires fréreux français qui sont dans les ambassades, qui sont à l'Élysée et qui viennent prendre l'argent chez les dictateurs et valident les scrutins frauduleux. C'est eux qui prennent les mallettes, c'est eux que nous avons dénoncés. Et donc, voilà, ce que j'appelle les tomatos d'Afrique, parce que c'est le blanc qui a parlé, ils se sont empressés de prendre des décisions, de sanctionner. Voilà, Liberté a pris 15 jours, Alternative a pris 2 mois. A priori, on ne devait même pas nous suspendre parce que selon les articles 58 et 65, nous n'avions jamais eu de blâme, d'avertissement ou de mise en demeure de la HAC. Parce que les sanctions au niveau de la HAC, selon la loi
chrétien d'offense. C'est comme dans l'enfance, quand on fait une bêtise, on te dit fais attention, la prochaine fois je te ferai ceci. Donc, il y a une hiérarchisation des sanctions au niveau de la RAC. Donc, si un journal avait été averti avant, avait été mis en demeure, et que le journal fait de la récidive, là, on le suspend. Nous, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu d'avertissement, de mise en demeure, et paf, on nous fait 2 mois de suspension. On comprend que les ficelles sont venues d'ailleurs. Okay. Celui qui a tiré les ficelles est venu d'ailleurs. Et nous, ça ne nous fait pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid, parce que, bon voilà, nous, on continue notre travail. C'est vous qui avez comparu devant les seigneurs de la HAC. Je voudrais bien que vous me racontiez comment est-ce que votre procès a été, parce que moi j'étais à l'extérieur. Voilà, je n'ai pas été, j'étais pas là, quand ça s'est passé. Voilà. Oui, quand tu parlais tout à l'heure d'avertissement, de blâme et autres là, je pense que dans sa plainte, l'ambassadeur l'a mentionné, dans la plainte qu'il a envoyé à la RAC, et je lis ce qu'il a écrit, qu'il a envoyé à la RAC. Je demande, je cite l'ambassadeur, je demande à ce qu'elle envisage, parce que la RAC envisage de faire usage de ses pouvoirs de mise en garde, voire en cas de récidive, des pouvoirs de sanction. Ce qui veut dire que l'ambassadeur demande d'abord une mise en garde, c'est-à-dire un avertissement aux 2 journaux. Ensuite, si les 2 journaux récidivent, il peut passer aux sanctions, mais la HAC a voulu tout de suite sanctionner les 2 journaux. Bon, ce que nous avons vu la dernière fois à la HAC, d'abord, nous avons convoqué le lundi 16 mars, j'y étais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'étais pas au pays, j'y étais avec le secrétaire de la rédaction, Pierre Claver. On nous a présenté le document de la plainte. On a demandé ce que nous pensons de la plainte. Alors, notre réponse a été très simple. Nous prenons acte de la plainte de l'ambassadeur. Là, notre réponse n'a pas réjoui les seigneurs de la HAC, comme tu viens de les appeler. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que vous prenez acte de la plainte? Mais dites quelque chose. Mais vous nous avez présenté une plainte et nous disons que nous prenons acte de la plainte. Mais vous prenez acte comment? Mais dites quelque chose. Que ce que vous avez écrit, c'est erroné, vous n'avez pas de preuves, que vous allez corriger, vous allez faire ceci, cela. Donc, messieurs les membres de la RAC, nous avons pris acte de la plainte de l'ambassadeur. Voilà, c'est en ce moment qu'ils ont commencé par dire des choses. L'ambassadeur, nous avons demandé si l'ambassadeur veut qu'on publie une note de réponse. Si c'est le cas, nous sommes disposés à publier le note de réponse dans le journal. Il n'y a pas de souci pour ça. Non, l'ambassadeur ne veut pas publier de note de réponse dans le journal. Et c'est en ce moment que le membre de la HAC, je tais volontairement son nom, celui-là avait dit dans la diplomatie, il n'est pas donné à un ambassadeur d'envoyer ou bien de faire publier de quoi dans un journal. Comme il en sait quelque chose. Oui, comme il en sait quelque chose. Moi, je croyais qu'il allait nous sortir une loi ou bien un test qui confirme ce qu'il a dit. Heureusement que notre membre de la HAC lui a rétorqué immédiatement. Mais ce qu'il dit là, c'est pas bien. Nous sommes devant les journalistes, on ne peut pas dire ça comme ça. Il n'y a pas dans la diplomatie une loi, bien un test qui interdit ou bien qui dit qu'un ambassadeur ne peut pas envoyer de réponse au journal. Et comme il savait qu'il est dans l'erreur, il s'est tué immédiatement. On dit, oh, tant mieux. Sinon, mon confrère Claver allait rebondir, allait dévorer le journal. Bon, ils ont continué par nous forcer à dire, et finalement, dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils nous proposent de rectifier ce que nous avons écrit, c'est-à-dire écrire, faire le contre-pied de. Voilà,
nous désirons ce que nous avons dit, on ne peut pas faire cela. Soit l'ambassadeur nous envoie un code de réponse, comme comme la loi le dit, ou soit il porte plainte devant la justice. Là, on nous dit, si c'est ainsi, la HAC va sévir, la HAC va sanctionner. Nous avons dit non, mais si vous voulez nous sanctionner, si vous voulez sanctionner le journal, il n'y a pas de souci. Mais, et ensuite, il nous demande les preuves, d'ailleurs, les preuves de ce que nous avons écrit. Les preuves de la France-Afrique. Comment? Vous, les membres de la HAC, est-ce que les membres de la HAC, c'est nous, ou bien c'est l'alternative qui va maintenant présenter, qui apporter les preuves de la France-Afrique? Ou bien ce que vous dites là, c'est incompréhensible. Monsieur le membre de la HAC, en ce moment, il dit, et le président de la HAC nous dit, parce que les discussions se tenaient aux environs de 10 heures, vous dit, dans une heure, à 11 heures, je vais prendre l'avion, je voyage, mais à 11 heures, revenez ici avec la preuve avant que je ne parte, sinon nous allons sanctionner. Et un autre membre de la HAC dit, interpelle le président en lui disant, Monsieur le Président, nous allons décider en plénière ce que nous allons faire à l'alternative et liberté. Donnons le temps aux journalistes d'aller chercher leurs preuves. C'est en ce moment qu'ils nous disent, allez revenir, nous allons vous rappeler et vous allez nous apporter la preuve. Mais en venant prochainement, rappelez votre directeur de publication. Et nous sommes partis le jour-là. Le jeudi d'après, nous sommes à la rédaction, nous avons envoyé encore une autre convocation de comparaître devant la HAC le lundi dernier, le 23 mars. Nous étions allés et automatiquement, les membres de la HAC nous demandent maintenant, vous avez apporté les preuves. Nous avons dit non, on ne peut pas vous apporter les preuves parce que vous donnez la preuve exposerait nos sources d'information. Et on dit ok, merci beaucoup. Vous pouvez disposer, la séance est suspendue, vous allez nous entendre, vous allez avoir notre décision tout à l'heure. Et dans l'après-midi, nous avons la décision de la HAC qui suspend notre journal pour 2 mois et liberté pour 2 semaines, 15 jours. Voilà notre mésaventure à la HAC. Mais ce que nous avons compris, et ce que tout le monde a compris, nous avons déjà publié ça sur nos pages Facebook, c'est qu'il y a un zèle au niveau des membres de la HAC. Notre confrère Fraternité l'a dit, et cela lui a valu aussi une autre convocation de comparaître le 10 prochain. Oui, finalement, ils vont convoquer tous les journalistes qui vont parler. Je pense que c'est une personne qui m'a appelé hier que visiblement, lui aussi sera convoqué, puisqu'il en a parlé aussi dans son reportage. Il y a un zèle. L'ambassadeur se cache derrière la HAC. Et la HAC a fait le sale boulot. Les gens là-bas je ne sais pas comment dire ça, se substituent à l'ambassadeur et prennent des décisions, sanctionnent le journal. Puisque l'ambassadeur lui-même, d'après la plainte que nous avons devant nous ici, il y a des contradictions dans la plainte. Tantôt l'ambassadeur dit on veut régler les choses à l'amiable, il ne veut pas que les journaux soient sanctionnés. Par exemple, je vous lis ce passage de la plainte, je cite l'ambassadeur. C'est aussi par souci de ne pas nuire à la santé d'une presse d'opposition contribuant au pluralisme de l'expression publique dans votre pays que j'ai choisi de recourir à votre pouvoir de régulation et de résolution des différends à l'amiable plutôt que d'engager une procédure devant les juridictions compétentes sur la base des dispositions pénales du Code de la presse et de la communication en République togolaise susmentionnées et vous voyez, donc l'ambassadeur en saisissant la HAC a voulu que la HAC règle le problème, mais je pense qu'aujourd'hui lui aussi regretterait d'avoir apporté ce problème devant la HAC. Oui, c'est triste et c'est dommage pour notre pays.
Mais bon, tel que vous venez de l'expliquer, on comprend bien la logique. Nous sommes dans la problématique du maître et de l'esclave. Nous sommes dans la dialectique du maître et de l'esclave. Et donc, c'est ça. Il faut. Les gens, ils ont vu le blanc. Bon, c'est des histoires de bonsoir, et puis bon, voilà, ça mérite quelques médailles comme on l'a vu dans le jeu d'aider la médaille avec Mika. Tout ça, voilà. Et donc, moi je pense que cet ambassadeur se trompe et de cible. Vous voyez, nous n'avions pas des formules plaintes, confuses. Devant la HAC, plein de contradictions. Il oriente la décision de la HAC, c'est-à-dire en disant je ne veux pas aller à la justice, je ne veux pas envoyer un droit de réponse, mais je veux qu'on me rende justice. Comment est-ce que la HAC peut lui rendre justice à part demander ce qu'on a voulu nous faire faire? C'est-à-dire que nous, qui sommes des gens assez intelligents, des gens nous demandent, sans apporter la moindre preuve contradictoire de ce qu'ils appellent diffamation, de réécrire l'article nous-mêmes pour dire que tout ce qu'on a écrit était faux. Qui peut faire ça? Personne. Encore un journaliste. C'est pas possible. Donc, on voit bien que c'est l'ambassadeur qui a orienté la décision de la HAC. Et bon, c'est bien, on peut peut-être pousser le bouchon un peu plus loin pour faire plaisir aux Blancs. Mais bon, c'est triste pour cet ambassadeur parce que aucun ambassadeur africain n'irait porter plainte devant le CSA et demander des sanctions contre RFI, contre Mediapart, contre le canal enchaîné, si ces médias publient des choses sur des dirigeants africains ou sur l'Afrique. On sait parfois avec quelle condescendance certains médias occidentaux traitent des sujets en Afrique. Et donc personne ne le fait. Et c'est surprenant que cet ambassadeur pense qu'il soit encore à l'époque des gouverneurs, je ne sais pas, Paul Carré ou Tigou ou Péchou qui ont fait la loi ici. Mais c'est un monsieur qui je continue de le dire, qui est tout sauf un ambassadeur. Et c'est bien triste parce que c'est le travail qu'il fait pour le système, on le sait. Il y a beaucoup d'hommes politiques et même de la société civile qui sont allés à des rencontres avec cet ambassadeur, qui ont fait des discussions, et toutes ces discussions se sont retrouvées sur la table du premier responsable du palais de la Marina. Comment c'est arrivé là? Donc ça veut dire qu'il fait un travail, il sait ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il se plaint tout le temps en disant ouais, les journaux sont trop critiques envers le pouvoir. Il a du pouvoir ou bien il est ambassadeur de France au Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Il a du pouvoir ou bien il est conseiller spécial à la présidence. Et c'est lui qui juge quel journal doit être critique, quel journal doit pas être critique. Non, ça c'est entre nous les Togolais. Donc, vous voyez, c'est parce que pendant longtemps, nous nous sommes laissés marcher sur les pieds, nous nous sommes laissés marcher, nous nous sommes laissés donner des ordres par ces gens-là que ce monsieur a cru bon devoir recourir à la HAC pour fermer des journaux qui participent au débat démocratique. Mais tant mieux, nous sommes dans quelques semaines de repos, et nous sommes d'ailleurs bien dans ce repos-là. Ça nous permet de venir faire des émissions comme ça en direct, pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de lire l'alternative, de nous écouter directement et d'avoir plus d'informations. Donc, nous allons gérer cette situation. Nous avons pris acte de la sanction, de la suspension de la HAC. Bon, nous n'avons aucune envie de faire quelconque recours, ça ne nous intéresse pas. Nous allons prendre les 2 mois là pour travailler. Nous étions d'ailleurs sur de grands dossiers. Nous allons les finaliser et les publier dès la reprise. Donc ça nous permet vraiment de nous reposer, mais aussi de travailler et de reprendre les choses telles que, je crois, au mois de mai, vers fin mai. Et donc, mais nous allons continuer par faire des émissions comme ça, soit sur notre page YouTube, soit sur Facebook, pour informer régulièrement les Togolais de la situation. Voilà ce qu'on peut dire de façon générale sur la fameuse plainte de l'ambassadeur qui a poussé
La HAC a sanctionné les 2 journaux. Je profite de ce direct pour saluer ceux qui nous ont apporté leur soutien de par le monde. Plein d'amis nous ont apporté leur soutien. Nous avons des médias partenaires, des organisations en Europe qui sont en train de publier des communiqués, d'écrire des articles. Ce sont des gens, ce sont nos amis, les gens de nos réseaux. Ça va continuer pour dénoncer ce qui paraît vraiment invraisemblable sur les topics. Et je pense que, bon, voilà, quand vous êtes journaliste, les plaintes devant les tribunaux, les plaintes devant les institutions de régulation, c'est notre quotidien. C'est une routine, on est habitué à ça. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer ou de s'inquiéter. L'alternative reviendra dans les kiosques et Liberté aussi, en bonne forme et encore avec des dossiers plus intéressants. Voilà. Oui, avec cette affaire de suspension des 2 journaux, Ferdinand, tu ne trouves pas que l'indépendance même de la HAC est hypothéquée, donc, si ce n'est pas par le régime en place, par l'ambassade ou les diplomates accrédités au Togo? Mais tu sais, mon cher Isidore, on ne va pas faire le procès de ces gens-là. On sait dans quel cas ils jouent. On ne va pas perdre nos salives, on ne va pas s'écouter pour parler d'eux. C'est de leur donner toute l'importance. Je l'ai dit dans une vidéo, il y a des gens dans cette institution qui n'ont jamais écrit d'article de presse. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont jamais investi un franc dans une entreprise de presse. Vous avez entendu celui qui disait qu'un ambassadeur n'écrit pas dans un journal. Et pourtant, il a été journaliste, je ne sais pas ce qu'il était. On n'a jamais entendu ça. Les ambassadeurs citent tous les jours des tribunes dans les journaux, dans les grands médias, prennent des positions. Et lui, membre de la HAC, il vient dire devant des journalistes que selon la diplomatie, je ne sais pas où s'il a étudié, un ambassadeur n'écrit pas dans la presse. C'est quand même incroyable. Mais bon, donc on ne va pas prendre le temps de parler de ces gens-là. Ils sont en train de faire leur boulot, tel qu'ils l'entendent. Nous avons déjà vu d'autres avant eux. On a vu d'autres avant eux. Tout est une question de temps. Continuons pas à faire notre travail, puis à le faire avec beaucoup de responsabilité. Si nous estimons, que nous avons fait des grands dossiers, et que quelqu'un veut passer par des Togolais pour nous demander des preuves, parce qu'il veut chercher à connaître les sources de nos informations, nous, en tant que journalistes, on ne donnera jamais. Donc, ce n'est pas avec nous qu'il va savoir qui fait la fuite d'informations, soit dans une ambassade ou en France ou ici. Donc, c'est ce que vous avez eu à faire. Moi, je pense que bon, on va continuer notre travail. On ne va pas trop consacrer longtemps aux membres de la HAC. C'est une maison plus ou moins de retraite. Les gens, on les envoie là-bas pour casser le temps. C'est des gens qui sont grisés. Vous voyez, c'est des gens qui, certains, ils réfléchissent comme s'ils étaient au temps colonial. Donc, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, voilà, on ne va pas passer longtemps à parler d'eux. C'est leur donner trop d'importance. Nous allons continuer notre travail et voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette histoire de la plainte de l'ambassadeur. Voilà. Donc, je pense qu'on s'achemine vers la fin de ce direct qui tient particulièrement au merci ceux qui sont branchés, ceux qui ont écouté. Nous n'avons pas l'habitude de faire des émissions en direct, mais bon, les circonstances nous obligent maintenant à le faire de temps en temps. Sans filtre, à dire les choses telles qu'elles sont directement, et que les gens écoutent directement. Et c'est notre contribution. Vous savez, il faut que des gens comme nous aussi existent dans la société, pour que la société évolue. Mais c'est ça. Tout le monde ne peut pas regarder dans la même direction. Il y en a des gens, il faut qu'il y ait des gens pour dire ça ne va pas ici, ça ne va pas ici, pour permettre aux dirigeants de se corriger. Je pense que ce que nous sommes en train de faire ici, on ne paie pas pour ça. Mais nous le faisons pour le bien de la nation. Ce sont des choses qui permettent aux dirigeants de corriger un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le pays. Et nous espérons que par rapport au CHR, le commune, des décisions importantes et rapides seront prises pour que ce centre soit vraiment opérationnel et qu'il soit vraiment sa capacité toutes ses capacités de venir au secours des malades qu'on envoie là-bas. Parce que en disant tout ça, ce que je dis là en direct, j'ai une pensée particulière
pour un de nos confrères qui est là-bas et qui se trouve dans une situation assez difficile. Je le dis parce que je suis cette situation de très près, je sais ce qui se passe là-bas, et ce n'est pas des gens de même opinion que moi. Mais je dis, par rapport à ces genres de choses, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de couleur. Nous devons sauver des vies humaines. Et donc, voilà. Et donc, la situation est grave. Et certains pensent que c'est de l'amusement. Donc, des gens comme nous, la société en a besoin aussi pour parfois dévoiler ce qui est caché pour que les dirigeants se corrigent. On n'est pas méchants, nous ne sommes pas des gens, même les plus méchants aujourd'hui, ils sont cachés. Parce que le virus passe, les gens ont mis leurs fusils, ils sont cachés. Ça fait peur à tout le monde. Et donc, nous, on n'a que la parole, on n'a que les micros, on n'a que le bic, on n'a que nos plumes pour essayer de réveiller la société. Et Dieu seul sait que nous faisons du bien à beaucoup de gens. Parce que nous avons parfois les retours, on sait que quand les gens ont des problèmes, ils n'arrivent pas à les régler à la justice, ils n'arrivent pas à les régler devant les tribunaux, dans les commissariats. C'est vers les journalistes qui viennent et nous savons comment est-ce que nous aidons les gens à régler parfois des problèmes assez délicats. Donc voilà, donc nous allons inviter les autorités à régler vraiment le problème du CHR pour que les gens soient vraiment pris en charge totalement et dans des conditions convenables. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et bon, à la prochaine. Oui, merci à tout le monde. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes publications, merci à l'ambassade de France et à la HAC qui nous ont permis de nous reposer un peu parce que ça fait longtemps que nous travaillons sans repos. C'est pas facile de boucler un journal et 2 mois, nous allons dormir, manger, dormir, c'est bien. Et faire ces petits directs. Merci à vous et à la prochaine.